Je m'appelle Klaus Hartmann, Oberleutnant de la Luftwaffe, 47 victoires durant la guerre. Mais ce n'est pas de mes triomphes que je veux parler ce soir. Non, c'est d'une machine, d'un monstre américain qui a transformé notre arrogance en terreur. Le Republic P-47 Thunderbolt, nous l'avons appelé la Milchflash au début, la bouteille de lait volante. Nous en rions. C'était en avril 1943 à la base de Gever. Le soleil matinal filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses de la salle de briefing quand le major Steinberg nous a montré les premières photographies de reconnaissance. Là, sur l'écran graisseux, se dressait cette masse imposante, cette aberration aérodynamique que les Américains osaient appeler un chasseur. 7 tonnes. 7 tonnes. Notre Messerschmitt Bf 109G 6 pesait à peine 3 tonnes à vide. « Mein Gott, regardez-moi cette chose !» s'était exclamé Werner Müller, notre as aux 23 victoires. On dirait qu'ils ont attaché des ailes à un réservoir d'eau. Les rires avaient diffusé dans la salle en fumée. Nous étions les maîtres du ciel européen depuis 1940. Nos 109 et nos nouveaux Focke-Wulf 190 avaient de balayer tout ce que les Anglais et maintenant les Américains nous envoyaient. Cette chose ridicule, avec son fuselage bedonnant et son nez émoussé, ne pouvait être qu'une plaisanterie. Hans Zimmermann, un pilote bavarien aux cheveux roux et au rire contagieux, avait même improvisé une petite chanson « Die dicke Milchflasche fliegt, so schwer wie eine Kuh über das Meer ». La grosse bouteille de lait vole si lourdement, comme une vache au-dessus de la mer. Nous nous étions tous esclaffés. Même le major Steinberg, habituellement austère, avait esquissé un sourire. Le service de renseignement nous avait informé que cette machine était propulsée par un moteur radial Pratt & Whitney R 2800 de 2000 chevaux. Impressionnant sur le papier, certes, mais nous savions tous qu'un chasseur efficace devait être léger, agile comme un faucon, pas massif comme un aigle de mer. Notre Bf 109 G6 était un pur sang taillé pour la vitesse et la manœuvrabilité. Ce P-47, avec ses lignes grossières et son poids excessif, ne pouvait être qu'un éléphant volant. L'ironie, c'est que nous avions raison sur un point. Il ressemblait effectivement à une bouteille de lait. Mais nous nous trompions sur tout le reste, dramatiquement. Ma première rencontre avec un Thunderbolt eut lieu le 17 avril 1943 lors d'une mission d'interception contre une formation de B-17 au-dessus de Brême. J'étais aux commandes de mon fidèle 109, la Greta, baptisée ainsi en l'honneur de ma fiancée restée à Munich. Le soleil de fin d'après-midi transformait les nuages en cathédrales dorées quand j'aperçus la formation américaine. 48 forteresses volantes en formation serrée à 25 000 pieds. Mais ce qui attira immédiatement mon attention, ce ne furent pas les bombardiers, c'étaient leurs escorteurs, ces silhouettes trapues, ces profils que j'avais si souvent moqués lors des briefings. Les P-47 étaient là, une douzaine d'entre eux, évoluant avec une grâce surprenante autour des forteresses. À cette distance, ils semblaient presque élégants. Notre formation de 8 Messerschmitt fonça vers l'interception selon notre tactique habituelle. Une passe rapide, un tir bref, puis des engagements en piqué. J'avais choisi ma cible, un P-47 légèrement en retrait du groupe principal. Mon doigt se crispa sur la détente de mes canons MG 151 de 20 mm et de mes mitrailleuses MG 130 et 1 de 13 mm. Ce qui suivit défie encore aujourd'hui ma compréhension. Au moment où j'ouvrais le feu, à environ 400 mètres, le P-47 sembla exploser de feu. Pas exploser au sens littéral, mais se transformer en une constellation de flammes oranges. 8 mitrailleuses de calibre 50, 12 mm et demi crachaient simultanément dans ma direction. Le ciel se transforma instantanément en un mur de plomb. J'avais combattu les Spitfire, les Hurricane, les P-40 Warhawk. Tous avaient 6 ou 8 mitrailleuses de 7,7 mm, parfois 4 canons de 20 mm pour les versions les plus armées. Mais cette densité de feu, c'était quelque chose de totalement différent. Les traceurs formèrent des lignes continues comme des rayons mortels zébrant l'azur. Et le bruit, même dans le rugissement de mon moteur Daimler-Benz, DB605, j'entendais ce martèlement sourd, cette percussion infernale, mon ailier, le jeune Friedrich Kessler, un gamin de 19 ans qui en était à sa 5e mission, n'eut même pas le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Son 109 se désintégra littéralement sous le déluge de projectiles de 5 ans. Un instant, il était là, son appareil brillant au soleil. L'instant suivant, il n'y avait plus qu'un nuage de débris métalliques et une traînée de flammes noires. Je tirais les commandes vers moi et piquais désespérément vers le sol, utilisant la tactique que nous avions perfectionnée contre les chasseurs alliés. Exploiter notre meilleure vitesse ascensionnelle et notre capacité de piquer. Mais quand je regardais dans mon rétroviseur, le P-47 était toujours là. Non seulement il me suivait, mais il gagnait du terrain, en piqué. Le monstre de 7 tonnes me distançait en piqué. Ce soir-là, de retour à Gever, l'ambiance dans la salle commune était lugubre.
Friedrich ne reviendrait plus plaisanter avec nous, ne raconterait plus les histoires de sa famille en Bavière. Sa chaise vide nous narguait. Otto Brenner, un vétéran de la campagne de France, tournait nerveusement son verre de schnapps entre ses doigts, calleux. « Ces salauds d'Américains ont plus de puissance de feu que nous l'avions estimé », murmura-t-il. « Ces 8 mitrailleuses, c'est comme être pris sous un bombardement d'artillerie. » Hans Zimmermann, celui-là même qui avait composé la chanson sur la bouteille de lait volante, ne chantait plus. Il fixait le plafond de ses yeux bleus, devenus ternes. « J'ai vu Gerhard Hoffmann se faire toucher », dit-il d'une voix blanche. Son aile droite, elle s'est simplement détachée, comme si on avait actionné un sécateur géant. Le major Steinberg entra dans la salle, ses bottes claquant sur le carrelage usé. Son visage portait cette expression que nous commencions à connaître trop bien. La gravité forcée de celui qui doit annoncer de mauvaises nouvelles. « Messieurs, nous avons perdu 4 appareils aujourd'hui. 3 pilotes sont portés disparus, un 4e est à l'hôpital avec des brûlures au 3e degré. 4 avions sur les 12 qui avaient décollé ce matin-là. Un ratio de perte de 33%, face à une nouvelle machine que nous ne connaissions pas. L'arrogance du matin s'était muée en inquiétude palpable. Mais ce n'était que le début. Le véritable choc vint 3 semaines plus tard, le 26 juin 1943. Ce jour-là, nous allions découvrir que le P-47 Thunderbolt n'était pas seulement mortel. Il était pratiquement immortel. L'incident Robert Johnson, comme nous l'appellerions plus tard, marqua un tournant dans notre perception de cette machine américaine. J'étais en patrouille avec 6 autres appareils au-dessus des côtes françaises quand nous repérâmes un P-47 isolé, apparemment séparé de sa formation. Le pilote américain, nous l'apprîmes le plus tard, s'appelait Robert Samuel Johnson, un as avec déjà 5 victoires à son actif. Ce qui suivit fut le combat aérien le plus extraordinaire auquel j'ai jamais assisté. Non pas pour sa beauté ou son élégance, mais pour son caractère totalement surréaliste. Horst Wagner, notre meilleur tireur, parvint à se positionner parfaitement derrière le P-47. À bout portant, moins de 50 mètres, il vida ses chargeurs de 20 mm et de 13 mm sur l'appareil américain. Le Thunderbolt sembla encaisser les impacts comme un boxeur poids lourd encaisse les coups d'un enfant. Des étincelles jaillissaient de son fuselage, des fragments de métal se détachaient, de la fumée s'échappait de son moteur. Mais il continuait à voler. Horst fit une 2e passe, puis une 3e. À chaque attaque, le P-47 accusait le coup, mais refusait de tomber. Finalement, après avoir épuisé toutes ses munitions, Horst dut se désengager. Le P-47, fumant comme une cheminée d'usine, continua sa route vers l'Angleterre. Nous le regardâmes s'éloigner, incrédules. Comment cette machine pouvait-elle encore voler ? La réponse nous parvint quelques jours plus tard par l'intermédiaire de nos services de renseignement. Le pilote américain avait effectivement regagné sa base en Angleterre. Son appareil avait été frappé par plus de 200 projectiles. 200. Il y avait 5 trous dans l'hélice seule. Le fuselage ressemblait à une écumoire. Des obus de 20 mm avaient traversé la cabine de part en part sans toucher le pilote. Cette nuit-là, couché sur ma couchette dans la baraque que je partageais avec 3 autres pilotes, je ne parvins pas à trouver le sommeil. Dehors, le vent de la mer du Nord sifflait entre les planches disjointes. J'entendais Werner gémir dans son sommeil, probablement hanté par les mêmes images que moi, ce P-47 fantôme qui refusait de mourir. Nous commencions à comprendre que nous n'avions pas affaire à un simple chasseur, mais à une forteresse volante miniature. Le moteur radial R, 2800, contrairement à nos moteurs à refroidissement liquide, pouvait encaisser des dégâts considérables sans cesser de fonctionner. Les cylindres étaient disposés en étoiles, si bien que même si plusieurs d'entre eux étaient touchés, les autres continuaient à assurer la propulsion. Mais ce qui nous troublait le plus, c'était la philosophie de construction de cette machine. Là où nous, Allemands, privilégions l'élégance, la précision, l'efficacité technique, les Américains semblaient avoir opté pour la force brute et la résistance. Le P-47 était construit comme un char d'assaut volant. Chaque composant était surdimensionné, renforcé, redondant. Les briefings de l'été 1943 prirent une tonalité de plus en plus sombre. Le major Steinberg, puis son remplaçant le colonel Richter, après que Steinberg eut été abattu en juillet, nous martelèrent sans cesse les mêmes consignes. Éviter l'engagement prolongé avec les P-47, une passe rapide, puis des engagements immédiats. Mais même cette tactique se révélait de plus en plus difficile à appliquer. Les pilotes américains apprenèrent vite. Ils volèrent désormais en formation serrée, se couvrant mutuellement. Et leur armement, Seigneur, leur armement. Nous avions calculé qu'un P-47 transportait 3400 cartouches de calibre .50. Quand 4 ou 5 de ces machines ouvraient le feu simultanément, elles créaient un véritable mur de métal. J'ai vu Gustav Reiner, un pilote expérimenté avec 32 victoires, se faire littéralement déchiqueter en tentant une attaque frontale contre une formation de P-47. Son FW 190 à 6
se désintégra sous le déluge de projectiles. Il n'y eut même pas d'explosion. L'avion sembla simplement se dissoudre dans l'air, comme un château de sable sous une vague. Les statistiques parlaient d'elles-mêmes. En juin 1943, notre Geschwader avait un ratio victoires à perte de 3 pour 1 en notre faveur. En septembre, ce ratio était tombé à 1 pour 1. Nous perdions autant d'appareils que nous en abattions. Pour des pilotes habitués à la domination, c'était un choc psychologique considérable. Les nuits devenaient de plus en plus difficiles. L'alcool coulait à flot dans la salle commune. Certains pilotes développaient des tics nerveux. Johann Kleist, un jeune homme de 22 ans qui parlait toujours de sa mère en Silésie, s'était mis à sursauter au moindre bruit de moteur. Il prétendait entendre la signature sonore distincte du P-47, même quand nous étions au sol. Et il n'avait pas tort. Le Thunderbolt avait effectivement un son caractéristique. Le moteur R 2800, avec ses 18 cylindres et son turbocompresseur, produisait un grondement sourd et puissant que nous surnommions le Donner, le tonnerre. Quand une formation de P-47 approchait, on l'entendait longtemps avant de la voir. Ce bruit devint le présage de notre propre mortalité. Mais l'automne nous réservait une surprise encore plus désagréable. Nous découvrîmes que le P-47 excellait en haute altitude. Très haute altitude, là où nos Messerschmitt et nos Focke-Wulf commençaient à montrer leurs limites, au-delà de 8000 mètres, le Thunderbolt semblait dans son élément. Le turbocompresseur faisait toute la différence. Pendant que nos moteurs peinaient et perdèrent de la puissance dans l'air raréfié, le SR 2800 du P-47 maintenait ses performances grâce à l'air comprimé fourni par la turbine. À 9000 mètres, là où mon BF-109 G6 avait l'impression de nager dans la mélasse, un P-47 pouvait encore manœuvrer avec une agilité surprenante. Je me souviens précisément du 12 octobre 1943. Nous escortions nos propres bombardeurs des Heinkel E-111 lors d'un raid sur Londres. À 8500 mètres d'altitude, nous fûmes interceptés par une formation de P-47. Mon moteur toussait, manquait de puissance. Mes commandes étaient molles, imprécises. En face de moi, les Thunderbolts évoluaient avec une aisance déconcertante. L'engagement tourna rapidement au massacre. En moins de 10 minutes, nous perdîmes 6 appareils. Les P-47 nous survolaient littéralement, piquant sur nous depuis des altitudes où nous ne pouvions plus les suivre. C'était la première fois de ma carrière que je me sentais totalement impuissant dans les airs. Ernst Hoffmann, un pilote saxon au caractère habituellement jovial, résuma la situation avec son humour noir habituel. Maintenant, nous savons ce que ressentent les lapins quand les faucons les survolent. Personne ne rit. L'hiver 1943 à 1944 marqua le début de ce que nous appelions entre nous « Die Zeit der Verzweiflung », le temps du désespoir. Les missions d'escorte de bombardiers devenaient des expéditions suicidaires. Les P-47, opérant désormais avec des réservoirs externes, pouvaient nous accompagner profondément à l'intérieur du territoire du Reich. Nos tactiques évoluaient par nécessité. Nous abandonnâmes les attaques frontales, devenues synonymes de suicide. Nous privilégions désormais les attaques en piqué depuis des altitudes élevées, en tentant de surprendre les formations américaines. Mais même cette approche devenait de plus en plus risquée. Les pilotes américains n'étaient d'au plus les novices inexpérimentés de 1942. Ils avaient appris nos techniques, étudié nos faiblesses. Ils volaient en formation disciplinée, se couvraient mutuellement et surtout, ils faisaient la confiance en leur machine. Cette confiance, nous la percevions dans leur façon de manœuvrer, plus agressive, plus déterminée. Le moral de l'escadrille s'effritait. Nous perdions un pilote par semaine en moyenne. Les nouvelles recrues, des gamins de 18 ou 19 ans fraîchement sortis des écoles de pilotage, ne duraient généralement pas plus de 3 missions. Ils arrivaient pleins d'enthousiasme et d'idéalisme, persuadés que leur entraînement et leur courage suffiraient. La réalité les rattrapait brutalement. Kurt Brenner, le frère cadet d'Otto, fut abattu lors de sa deuxième sortie. Il pilotait un Feuille-Lewis 190 à 8, flambant neuf quand une formation de P-47 le prit en chasse au-dessus de Hanovre. Son appareil fut retrouvé éparpillé sur 3 km². Les enquêteurs comptèrent plus de 50 impacts de 50 calibres. Le jeune Kurt, qui rêvait de devenir instituteur après la guerre, n'était plus qu'un nom sur une croix de bois. Otto ne s'en remit jamais vraiment. Il continua à voler, mais quelque chose s'était brisé en lui. Il buvait plus, parlait moins, et ses yeux avaient perdu cette étincelle de vie qui faisait de lui un leader naturel. La guerre nous tuait à petit feu, même ceux d'entre nous qui survivaient au combat. Puis vint le printemps 1944, et avec lui, une nouvelle évolution du P-47 qui nous acheva définitivement. Les services de renseignement nous informèrent que les Américains avaient équipé leur Thunderbolt d'une nouvelle hélice, plus large, avec des pales en forme de rame qu'ils appelaient paddle blade. Sur le papier, cela semblait anodin. En réalité,
Cela transforma complètement les performances de l'appareil. Ma première rencontre avec un P-47 équipé de cette nouvelle hélice eut lieu le 23 avril 1944, au-dessus de Magdebourg. J'étais en patrouille avec 3 autres appareils quand nous aperçûmes une formation de bombardiers B-24 escortés par des P-47. Rien d'inhabituel jusque-là. Nous nous positionnâmes pour une attaque classique en piqué. Mais quand les P-47 nous repérèrent et entamèrent de leur montée pour nous intercepter, je crus rêver. Ces machines, ces monstres de 7 tonnes, grimpaient comme des fusées. Là où auparavant nous pouvions compter sur notre supériorité en montée initiale pour prendre l'avantage, nous nous retrouvions désormais face à des appareils qui montaient aussi vite, sinon plus vite que nos chasseurs. L'engagement qui suivit fut une débâcle. Les P-47 nous dominèrent complètement, nous refusant toute possibilité de manœuvre tactique. Ils grimpaient mieux, piquaient au plus vite, et leur puissance de feu restait toujours aussi dévastatrice. Walter Kempf, un pilote berlinois qui avait survécu à 3 ans de guerre, fut abattu en moins d'1 minute. Son Bf-109 G14 explosa littéralement sous les impacts. Cette nuit-là, dans la solitude de ma chambre, j'écrivis une longue lettre à Greta. Je lui parlais de tout et de rien, de mes espoirs d'après-guerre, de notre mariage projeté, des enfants que nous aurions. Mais je ne lui parlais pas de cette sensation grandissante que la guerre nous échappait, que nous étions en train de perdre non seulement les batailles, mais aussi notre supériorité technologique et tactique. Les nouvelles du front occidental n'arrangeaient rien. Le débarquement en Normandie, en juin 1944, marqua le début d'une nouvelle phase de la guerre. Une phase où le P-47 Thunderbolt allait révéler une capacité que nous n'avions pas anticipée, l'attaque au sol. Nous avions toujours considéré le P-47 comme un chasseur d'altitude destiné à l'escorte de bombardiers. Nous découvrîmes qu'il était également un redoutable chasseur-bombardier. Capable d'emporter jusqu'à 1500 kg de bombes ou de roquettes, il se transforma en un instrument de destruction terrestre d'une efficacité effroyable. Les rapports qui nous parvenaient du front occidental étaient apocalyptiques. Les P-47, opérant désormais depuis des bases avancées en France, massacraient tout ce qui bougeait sur les routes et les voies ferrées allemandes. Nos convois de ravitaillement étaient décimés, nos trains étaient détruits systématiquement, notre capacité de mouvement s'effondrait. La Jabo Fever, la fièvre des chasseurs bombardiers, se répandit parmi les troupes au sol. Ce terme désignait la psychose collective qui s'emparait des soldats allemands au simple bruit d'un moteur d'avion. Car désormais, chaque appareil allié était potentiellement mortel, même pour l'infanterie et les blindés. Je me souviens d'une permission que j'avais prise en août 1944 pour rendre visite à ma famille en Bavière. Le voyage, qui prenait normalement 12 heures en train, dura 3 jours. Nous étions constamment obligés de nous arrêter, de nous cacher, d'attendre que les chasseurs bombardiers alliés terminent leurs ravages. À chaque gare, je voyais les carcasses calcinées de locomotives, les wagons éventrés, les rails tordus. Un cheminot bavarois, un homme âgé aux cheveux blancs, m'expliqua avec amertume « Ces maudits Thunderbolts, ils nous détruisent au plus vite qu'on ne peut réparer. Pour chaque train qu'on remet en service, ils en détruisent qu'un ou 3. Ils crachent dans la poussière. Et le bruit qu'ils font, ce tonnerre du diable. On les entend arriver de loin, mais on ne peut rien faire. Juste attendre et prier. » Les statistiques que nous recevions étaient accablantes. Rien qu'entre juin et décembre 1944, les P-47 revendiquaient la destruction de 86 000 wagons de chemin de fer, 9 000 locomotives, 68 000 camions et 6 000 véhicules blindés. Ces chiffres paraissaient irréels, mais les preuves étaient partout, sur chaque route, dans chaque gare, le long de chaque voie ferrée. Notre industrie de guerre, si efficace et si bien organisée depuis le début du conflit, commençait à s'étouffer. Non pas par manque de capacité de production, mais par impossibilité de transporter les matières premières et les produits de fini. Le P-47 Thunderbolt était en train de couper les artères du Reich. Sur le plan aérien, nos pertes devenaient insoutenables. En septembre 1944, notre Geschwader ne comptait plus que 6 pilotes expérimentés. Tous les autres étaient soit morts, soit blessés, soit psychologiquement brisés. Les nouveaux arrivants, des gamins de 18 ans avec à peine 50 heures de vol, étaient envoyés au combat avec un équipement défaillant et une formation insuffisante. Franz Weber, un de ces jeunes pilotes originaires de Cologne, me confia un soir « Herr Oberleutnant, j'ai peur, pas de mourir, ça, c'est le lot du soldat. Mais j'ai peur de ne servir à rien, de mourir inutilement, sans même avoir pu toucher un seul avion ennemi. » Il fut abattu 3 jours plus tard lors de sa première mission. Il n'avait même pas eu l'occasion de tirer un coup de feu. L'automne 1944 marqua un tournant psychologique. Nous réalisâmes que nous n'étions plus en train de mener une guerre, mais de subir une exécution. Les Américains produisaient des P-47 plus vite que nous ne pouvions les abattre.
Chaque appareil que nous détruisions était remplacé par 2 nouveaux. Chaque pilote expérimenté que nous perdions était irremplaçable. Les chiffres de production américaine nous parvenaient par bribes, mais ils étaient assez terrifiants. Plus de 15 000 P-47 Thunderbolt construits. 15 000. Nous, Allemands, avec toute notre industrie de guerre, avions produit environ 34 000 Messerschmitt Bf-109 depuis le début de la guerre. Les Américains, eux, sortaient des P-47 de leurs usines comme nous produisions des bicyclettes avant-guerre. Cette différence d'échelle industrielle était quelque chose que nous, Européens, avions du mal à appréhender. Nous étions habitués à une guerre d'artisans où chaque appareil était précieux, où chaque pilote représentait un investissement considérable en temps et en formation. Les Américains, eux, menaient une guerre industrielle, une guerre de masse production. J'eus l'occasion de discuter de cette situation avec le colonel Richter lors d'une soirée d'officiers en novembre 1944. Richter était un homme cultivé, ancien professeur de philosophie à l'université de Heidelberg avant de devenir pilote. Il avait cette capacité rare de prendre du recul et d'analyser la situation avec objectivité. « Klaus, me dit-il, en sirotant son verre de cognac réquisitionné, nous sommes en train de découvrir les limites de l'excellence individuelle face à la médiocrité organisée. Nos pilotes sont peut-être techniquement supérieurs, nos tactiques bien plus raffinées, mais ils produisent que 10 P-47 pour chaque 109 que nous construisons. À un moment, la quantité devient une qualité en soi. Il avait raison. Nous le constations chaque jour dans nos combats. Les pilotes américains de P-47 n'étaient peut-être pas tous des virtuoses du pilotage, mais ils étaient nombreux, bien équipés. Et surtout, ils pouvaient se permettre de prendre des risques que nous ne pouvions plus nous permettre. Perdre un pilote expérimenté était catastrophique pour nous. Pour eux, c'était regrettable, mais pas dramatique. L'hiver 1944 à 1945 fut particulièrement dur. Le combustible devenait rare, limitant nos heures d'entraînement et nos sorties. Nos appareils étaient de plus en plus défaillants, manquant de pièces de rechange. Mais surtout, le moral s'effondrait. Nous savions que la guerre était perdue. Il ne s'agissait plus que de savoir combien de temps nous pourrions encore résister. Les P-47 étaient désormais omniprésents dans le ciel allemand. Ils opéraient depuis des bases françaises, hollandaises, belges. Ils avaient un rayon d'action qui leur permettait d'atteindre n'importe quel point du Reich. Et leur nombre semblait inépuisable. Nous en abattions 10, il en arrivait 20. Nous en détruisions 20, il en arrivait 50. Le ratio de perte parlait de lui-même. Début 1945, pour chaque P-47 que nous parvenions à abattre, nous perdions 4 ou 5 appareils allemands. Cette guerre d'usure ne pouvait avoir qu'une seule issue. Nous étions en train de nous épuiser contre un adversaire qui semblait avoir des ressources infinies. C'est à cette époque que j'eus ma dernière grande conversation avec Adolf Galland. Le général-lieutenant était venu inspecter notre base et nous avions eu l'honneur de dîner avec lui. Galland était une légende vivante, un des grands as de la Luftwaffe, un homme qui avait combattu depuis le premier jour de la guerre. Vers la fin de la soirée, alors que nous étions seuls dans son bureau temporaire, il me confia quelque chose que je n'oublierai jamais. « Klaus, nous avons fait une terrible erreur. Nous avons sous-estimé les Américains. Pas seulement leur courage ou leur détermination, ça nous le savions. Mais leur capacité industrielle, leur approche systématique de la guerre, ce P-47 Thunderbolt, c'est le symbole de cette erreur. » Il tire une longue bouffée de son cigare, le regard perdu dans les volutes de fumée. Au début, nous nous moquions de cette machine. Trop lourde, trop grosse, pas assez élégante. Nous mesurions tout à l'aune de nos critères européens, la finesse, la précision, l'excellence technique. Mais eux, ils ont construit un marteau, un énorme marteau américain. Et à force de coups de marteau, on finit par briser n'importe quelle lame, même la plus fine. Galland avait touché le cœur du problème. Le P-47 Thunderbolt n'était pas conçu selon les canons esthétiques européens de l'aviation de chasse. Il était conçu selon les canons pragmatiques américains de l'efficacité industrielle. Gros, lourd, puissant, résistant et surtout produit en masse. Un produit de la guerre totale, de la mobilisation complète d'une nation. Les derniers mois de la guerre furent un calvaire. Nos bases étaient constamment attaquées. Nos terrains d'aviation étaient criblés de cratères. Nos hangars n'étaient plus que des squelettes de métal tordus. Et partout, toujours, ce grondement caractéristique des moteurs R 2800 annonçant une nouvelle vague de destruction. Je perdis mes derniers camarades durant cette période. Otto Brenner fut abattu en février 1945 près de Dresde. Hans Zimmermann, celui qui avait chanté la petite chanson sur la bouteille de lait, disparut en mars lors d'une mission de reconnaissance. Werner Müller, mon plus ancien compagnon d'armes, mourut au sol lors d'un bombardement de notre base par des P-47 transformés en chasseurs bombardiers. À la fin, nous n'étions plus qu'une poignée de pilotes survivants volant sur des appareils rafistolés avec des moyens de fortune.
Nous savions que chaque mission pouvait être la dernière, mais nous continuions par habitude, par devoir ou peut-être simplement par refus d'accepter l'évidence. Ma dernière mission eut lieu le 7 mai 1945, la veille de la capitulation. J'étais aux commandes d'un Bf-109 K4, le dernier modèle de production, théoriquement le plus perfectionné. Face à moi, une formation de P-47 en mission de reconnaissance armée. L'engagement dura moins de 5 minutes, je parvins à endommager un Thunderbolt, mon 47e et dernier succès, avant d'être contraint de me poser en catastrophe, mon appareil criblé d'impact. Quand je sortis de ma carlingue, j'entendis les sirènes annonçant la fin des hostilités. La guerre était finie. Le Reich millénaire n'avait duré que 12 ans. Et le P-47 Thunderbolt, cette machine que nous avions si arrogamment méprisée, avait joué un rôle central dans notre défaite. Aujourd'hui, avec le recul des décennies, je peux analyser cette expérience avec plus de sérénité. Le P-47 Thunderbolt n'était pas le meilleur chasseur de la guerre au sens technique du terme. Nos Messerschmitt et nos Focke-Wulf avaient probablement de meilleures performances pures. Mais le P-47 était le plus efficace au sens stratégique. Il combinait des performances honorables avec une robustesse exceptionnelle, une puissance de feu dévastatrice et surtout une capacité de production de masse qui nous dépassait complètement. 15 683 exemplaires produits. 3 752 appareils allemands détruits en combat aérien, un ratio victoire, perte de 4,6 pour 1 en faveur des Américains. Ces chiffres résument à eux seuls l'histoire de notre défaite aérienne. Le P-47 était l'incarnation de la puissance industrielle américaine appliquée à la guerre aérienne. Là où nous, Allemands, cherchions la perfection technique, eux cherchaient l'efficacité opérationnelle. Là où nous privilégions l'élite et l'excellence individuelle, eux privilégient la masse et la standardisation. Là où nous fabriquions des œuvres d'art volantes, eux fabriquaient des outils de guerre. Cette différence philosophique explique en grande partie l'issue du conflit. Nous avons été battus non pas par des pilotes supérieurs ou des machines techniquement plus avancées, mais par une approche différente de la guerre elle-même. Une approche industrielle, systématique, impitoyablement efficace. Le grondement du tonnerre s'est tu depuis longtemps. Les P-47 Thunderbolt dorment dans les musées ou reposent dans les cimetières d'avions. Mais leur leçon demeure. Dans une guerre totale, la victoire appartient non pas aux plus raffinés, mais aux plus déterminés et aux mieux organisés. Les Américains étaient les deux à la fois. 70 ans après, quand j'entends le bruit d'un moteur radial lors d'un meeting aérien, mon cœur se serre encore. Non pas de peur, mais de respect. Respect pour cette machine qui nous a enseigné l'humilité. Respect pour ces pilotes américains qui ont payé de leur sang la libération de l'Europe. Et respect pour mes camarades disparus qui ont combattu avec honneur jusqu'au bout, même quand tout espoir était perdu. La guerre nous avait transformés en ennemis. La paix nous a révélés comme des hommes partageant la même passion du vol, la même fascination pour ces machines volantes qui nous élevaient au-dessus de nos conditions terrestres. Aujourd'hui, je peux dire sans amertume, le P-47 Thunderbolt était un adversaire digne de respect. Il nous a battus loyalement dans un combat où tous les coups étaient les permis. Voilà mon témoignage sur cette guerre aérienne, vue depuis le mauvais côté de l'histoire. J'ai survécu là où tant d'autres sont tombés. J'ai eu la chance de voir la paix revenir, de construire une famille, de transmettre ses souvenirs. Puisse-t-il servir à comprendre que la guerre, même technologique, même aérienne, reste toujours une tragédie humaine, et que la victoire, quelle qu'elle soit, se paie toujours au prix du sang.